Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vais vous parler du dernier né de la gamme Fujifilm, à savoir le X-Pro 3. Vous voyez ici équipé du 35 f2. Voilà, je vous fais un petit tour rapide du propriétaire. Qu'est-ce que le X-Pro 3? Alors on va organiser un peu tout ça de façon assez claire. On va en parler un peu cosmétique, prise en main, puis on va parler un peu technique, donc tout ce qui est à l'intérieur du boîtier. On va parler du viseur, de la qualité des images, un peu de vidéo, et puis on va faire une conclusion pour reprendre un peu le tout. Et donc, le premier point, le côté cosmétique, la prise en main et les entrailles de l'appareil. Alors, le X-Pro 3, c'est quoi? C'est l'évolution du X-Pro 2 qui reprend le nouveau processeur X-Trans et le nouveau capteur X-Trans X qu'il y a dans le XT3. Tout ça dans la carcasse qui est, voilà, celle du X-Pro 2 améliorée. Alors, on reconnaît directement le look Fuji avec les roulettes sur le dessus. Celle-ci vous permet de régler la vitesse et en la soulevant et en la tournant les ISO. L'ouverture, comme toujours chez Fuji, se fait hop, sur la bague de l'objectif. Que vous dire d'autre? Ça embarque au niveau connectique, il y a du Wi-Fi, il y a deux cartes, donc il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a un port USB, un mini USB, il y a une prise jack pour un casque, il y a sur le côté ici je vais vous montrer tout de suite, alors j'ouvre ça ici, hop, vous avez là un double slot de carte SD, c'est des compatibles UHS 2, donc ça va à ce niveau-là, on est quand même bien paré. Prise en main plutôt bonne pour une brique. Il faut reconnaître, si vous retirez le boîtier, c'est une brique, c'est tout plat. Vous avez ici l'ergot de prise en main et le repose-pouce qui sont un rien plus profond sur le X-Pro 2 et qui sont du coup plutôt assez confortables. Nouveau revêtement, nouveau caoutchouc ici également pour la prise en main. Tout ça est plutôt très agréable et ça respire la qualité avec le nouveau design. Vous voyez ici avec toute la partie supérieure qui est maintenant en titane, le nouveau revêtement. Tout ça respire la qualité. Vous le voyez ici en noir. Alors toujours évidemment la philosophie des boîtiers Fuji avec le look rétro. Les deux choses principales qui vont vous sauter aux yeux lorsque vous voyez le boîtier, c'est le viseur décalé sur l'épaule gauche et à l'arrière, pas d'écran, juste un petit écran ici qui n'apparaît, où vos images n'apparaissent pas. Voici pour en gros les grosses particularités du Fuji. On peut citer aussi que vous avez évidemment là-dedans différents types de déclencheurs. Il y a du mécanique, il y a de l'électronique. En électronique, vous pouvez monter à 30 images secondes. En manuel, alors honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir le faire entendre, mais le bruit est toujours aussi sympa. Merci Fuji pour le bruit, il est top. Vous avez des boutons, mais pas beaucoup, bien placés et tous configurables. Donc vous avez évidemment sur l'arrière deux boutons ici, voilà, notamment le bouton My Menu qui est super pratique. Vous avez trois boutons sur le côté, un joystick, vous avez deux boutons sur le dessus, vous en avez un ici, et vous en avez sur l'avant, donc une roulette avant, une roulette avant, une roulette arrière, et vous avez ici, bon ça c'est pour retirer les objectifs, et surtout le petit levier ici qui permet de switcher les visées entre optique et numérique. Ça on en parlera quand on parlera du viseur. La grille flash, donc au final le boîtier est assez léger, pas très encombrant, surtout muni de ce genre d'objectif. C'est agréable à prendre en main. Franchement, à ce niveau-là, rien à dire. Fuji a vraiment fait du bon boulot. Alors après, on aime ou on n'aime pas le look rétro. Là, c'est chacun ses goûts. À l'intérieur du boîtier, on retrouve donc le capteur et le processeur équivalent au XT3. Alors, je vous parle du XT3 parce qu'évidemment, ils partagent les mêmes dessous. Cependant, ce boîtier n'a rien à voir avec un XT3 et la comparaison pour moi n'a pas de sens entre les deux boîtiers qui ont deux publics cibles et deux philosophies totalement différentes. Je vous le dis maintenant et après on oublie le XT3. On va voir maintenant ce qu'il en est du viseur
qui est sur l'épaule gauche, comme vous le voyez ici. Comme je vous le disais, ce viseur est un viseur hybride, optique et numérique. Vous avez le choix, avec un levier qui se situe ici, sur l'avant du boîtier, de switcher entre les deux. Et en plus, vous pouvez, en mode optique, incruster un petit écran avec votre photo, la photo que vous venez de prendre, juste dans le coin à droite pour garder la visée optique. Je sais que certains préfèrent les visées optiques et d'autres les visées numériques, certains n'arrivent pas à s'adapter. Le fait d'avoir un hybride, ça vous permettra, dans un premier temps, de choisir ce qui vous convient le mieux. L'autre aspect d'avoir cet objectif, c'est ce viseur qui est décentré, c'est que ça change totalement vos habitudes. Bon, d'un point de vue en plus pratique, si vous visez de l'œil droit, comme ceci, vous pouvez tranquillement, en prenant vos photos, regarder ce qui se passe autour de vous. Malheureusement, je vise de l'œil gauche, comme ceci, dès lors, ça, c'est pas possible pour moi. Outre ça, quand vous regardez dans votre viseur optique, vous voyez un rectangle blanc à l'intérieur qui détermine votre zone image. En numérique, c'est pareil. Vous avez un rectangle blanc qui détermine votre zone image. Alors, au début, ça peut surprendre. Quand vous utilisez, comme moi, un full frame avec un capteur, un viseur optique à 100%, vous pensez que ce que vous voyez, c'est ce que vous prenez en photo. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Il faut vous habituer à avoir votre zone photo à l'intérieur de ce que vous voyez. Alors, ça m'a surpris un petit peu au début, et puis on s'y fait et on n'y pense plus. Vous pouvez configurer toutes les infos nécessaires dans le viseur. Et tout ça participe évidemment à ce que nous verrons à la fin, vraiment le cœur de ce boîtier. Ce boîtier a ici un petit écran à l'arrière où vous pouvez aussi configurer toute une série d'informations. Et chose que vous voyez évidemment qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Par contre, vous pouvez le trouver en ouvrant, voyez, l'appareil comme ceci. Il est juste articulé de cette façon. Il s'ouvre du haut vers le bas, pivote pas sur les côtés, il n'est pas inclinable. Tout ça, comme je viens de vous le dire, pour le viseur, fait aussi partie d'une philosophie globale de ce boîtier. Maintenant que nous avons parlé du viseur et l'autofocus, on va voir un peu la qualité des images, parce que au final, c'est quand même un point hyper important. Une des particularités des Fuji, c'est qu'ils ont intégré dans des réglages toute une série de filtres qui émulent leurs anciennes pellicules, qui étaient plutôt de très très bonne qualité, qui sont toujours, plus un ou deux autres profils qui sont plus récents. Alors, vous avez la possibilité, évidemment, d'émuler et de choisir le profil ou de rester en standard. Ça, c'est un peu comme vous le voyez. Ces profils s'appliquent au JPEG, mais également au RAW. Alors, petite information, quel que soit le profil que vous utilisez et que vous choisissez dans le boîtier, si vous prenez vos photos au format RAW, donc RAF chez Fuji, que ce soit Capture One ou Lightroom, possède ces pré-réglages. Et donc, vous pouvez, à partir de votre RAW, émuler le film que vous voulez, le changer. Donc, si vous décidez de prendre, par exemple, d'opter pour la simulation Acros, qui est un super noir et blanc, vous pouvez tout à fait, une fois que vous arrivez derrière votre ordinateur, à partir de votre RAW que vous allez voir en noir et blanc avec le profil Acros, changer et dire, finalement, peut-être qu'elle serait mieux en, je sais pas, Astia, par exemple, ou en Velvia. Peu importe, vous pouvez switcher entre les profils comme vous le voulez. C'est plutôt sympa, les images sont de très très belles factures, faut dire, j'aime bien la gestion j'ai toujours bien aimé la gestion des couleurs qu'il y a chez les Fuji. C'est un goût très personnel, moi ça me plaît bien, peut-être qu'à d'autres ça ne plaira pas, ça, mais ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que leurs images sont parfaites. Alors, évidemment, la qualité de l'image, outre le boîtier, dépend fortement de l'objectif utilisé. Ici, j'en ai eu 3 durant la semaine, donc j'ai eu, outre le 35 f2 que vous voyez là, j'ai eu un 8-16 2.8 et un 50-140 2.8. Les objectifs Fuji, j'en ferai d'ailleurs une vidéo la semaine prochaine pour vous parler de toute la gamme que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc, les objectifs font le job, les images sont super, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs. Si vous désirez pas vous embêter à faire du post-traitement, vous pouvez toujours évidemment opter pour le JPEG avec
toutes les simulations de films que vous aurez, avec la simulation de film que vous aurez choisie, et vous aurez une image qui sera exploitable tout de suite. Si vous optez pour cette option, vous faites confiance au développement qui est préprogrammé dans le boîtier par les ingénieurs de chez Fuji. Moi, personnellement, j'aime bien quand même pouvoir régler la photo, finaliser la photo comme j'en ai envie. Donc, j'ai utilisé les profils, mais je les ai toujours utilisés en RAW et les ai redéveloppés dans mon logiciel. Après, la qualité des images, je vais vous toucher un mot de la montée en ISO. Elle est plutôt très bonne. Vous avez une plage de 160 ISO, qui sont les ISO natifs du boîtier, jusqu'à 12800. Alors, vous pouvez monter plus haut, mais on va dire, on va rester dans cette zone-là, qui est la plage là, qui est la plage prévue. Je l'ai utilisé à peu près à tous les ISO possibles, de 160 à 12800, et même à 12800, vous obtenez des images qui restent très très propres et utilisables. Parlons maintenant de la vidéo, parce que oui, le X Pro 3 embarque aussi un module vidéo, et vous pouvez faire de la vidéo de plutôt bonne qualité avec. Vous pouvez prendre de la 4K, de la 1080, ça fait tous les raffinements vidéo. N'oubliez pas que je vous ai dit, c'était l'intérieur de XT3. Donc, ça fait tous les raffinements possibles, imaginables en vidéo. Je l'ai testé sur une vidéo que j'ai tournée ici, avec une lumière pas extraordinaire, ça fait super résultat. Je l'ai testé à main levée en ville, de nuit, ça marche très bien. Dans la salle de spectacle, j'ai filmé un petit bout, ça marche très bien. Le fait de ne pas avoir de ce capteur stabilisé, c'est un peu embêtant en vidéo si vous l'utilisez à main levée. Niveau autofocus, aucun problème, il m'a toujours fait la mise au point où je voulais. Alors, maintenant, soyons clairs, la philosophie fondamentale de ce boîtier n'est pas de faire de la vidéo. Elle est là, elle peut vous aider, elle peut vous dépanner si vous en avez besoin, mais c'est vraiment un boîtier orienté dans la prise de photos. Nous en arrivons maintenant au cœur même du X Pro 3, c'est-à-dire sa philosophie. C'est un appareil qui est, comme je viens de vous le dire, vraiment destiné à prendre des photos. Même s'il embarque tous les derniers raffinements techniques, c'est un appareil qui est destiné à vous ralentir. C'est un appareil qui est conçu pour vous obliger à vous concentrer sur la prise de photos et pas sur le reste. Vous avez vraiment pas, par exemple, vous n'avez pas accès facilement à vos images que vous venez de prendre. Ça vous permet donc d'être plus attentif au moment de la prise de vue sur tous vos paramètres techniques, sur votre composition. Je me suis aperçu à l'usage avec cet appareil que, par exemple, je faisais de moins en moins de photos et j'en jetais de moins en moins. Parce que vous faites vraiment plus attention à tous vos paramètres. Le fait d'avoir en plus les simulations dedans, vous avez vraiment presque des images prêtes à l'emploi directement en revenant. Alors, vous travaillez un petit peu dessus en post-production, mais 80% du boulot est déjà fait avec les choix que vous faites à la prise de vue. Vous avez donc, comment pourrais-je dire? On pourrait dire que c'est un appareil à la philosophie du passé avec tous les raffinements techniques actuels. C'est ça pour moi vraiment le cœur du X Pro 3. Alors, ça conviendra à certains, ça conviendra pas du tout à d'autres, mais c'est un fait. Franchement, Fuji a été très loin avec cet appareil. Alors, il n'a pas été aussi loin que Leica qui sur le M10 a carrément retiré l'écran arrière, mais a été suffisamment loin pour en faire vraiment un appareil de niche. C'est pour ça que je vous disais au début du test qu'on oublie totalement le X Pro 3, le XT3. Faut pas les comparer. Ce sont pas des appareils qui ont la même philosophie. Ce sont pas des appareils qui sont destinés à être utilisés de la même façon. Ça, c'est typiquement le genre d'appareil. Vous le mettez avec le petit objectif, le 35 ici. Par exemple, vous l'avez en bandoulière, vous vous promenez, vous faites un peu de street, vous l'avez avec vous. C'est vraiment ce genre de choses. Vous réfléchissez vraiment bien à tous vos paramètres et au final, vous avez une nouvelle expérience photo qui, pour certains, trouveront ça très très agréable. C'est un peu mon cas. Pour d'autres, ça va pas leur convenir. Mais l'idée de ce boîtier n'est pas de convenir à tout le monde. On est vraiment sur un boîtier de niche. Alors, qui dit boîtier de niche, dit prix de niche.
On est quand même sur un boîtier à 1900 euros. C'est pas rien. Mais vous achetez une philosophie. À vous de voir. Ça conviendra très bien à certains. Certains trouveront ça hors de prix. Chacun voit un peu son avantage et ce qui lui plaît. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo concernant l'Atypique X Pro 3. Il plaira à certains, ne plaira pas à d'autres. C'est un peu le sort de tous les appareils de niche. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours sympa, ça nous soutient, ça nous encourage. Un petit pouce fait également toujours plaisir. Activez la petite sonnette dans YouTube qui vous permet d'être au courant des prochaines mises en ligne de vidéos. Pour ma part, je vous laisse, je vais rendre ce boîtier acquis de droit et je vous dis à la semaine prochaine.